yeux de l'Europe. C'est quelque chose de très important sur lequel je vais insister, mais je voudrais faire deux ou trois remarques avant de passer au deuxième volet. On a bien dit que cette Europe, elle était chrétienne, mais avec trois églises qui n'ont jamais arrêté de se battre les unes contre les autres. Et quand je dis se battre, se faire la guerre, carrément, bien entendu. Et par-delà, si vous voulez, les institutions, le pape avec les catholiques, le synode avec les protestants, et puis les patriarches avec les orthodoxes, tout ça a été extrêmement compliqué, je ne vais pas faire l'histoire de cela, mais je voudrais quand même souligner quelques faits qui s'inscrivent aujourd'hui dans notre vie, pratiquement. On ne fait plus la guerre, mais on se fait la guerre quand même pour essayer de se convertir les uns les autres. Et il y a toujours des églises qui essaient de convertir les autres. En particulier, pour le moment, les églises protestantes qui sont extrêmement actives contre le catholicisme, beaucoup moins contre l'islam, mais beaucoup plus contre le catholicisme. Et alors, il y a là, si vous voulez, deux champs sur lesquels on se bagarre, si vous voulez, et ce qui complique la vie de l'Europe. D'abord, c'est sur le monde occidental, vous voyez sur cette carte, ce qui est en bleu, c'est catholique, ce qui est en mauve, c'est orthodoxe, et cette limite, je vous l'ai dit, elle est extrêmement forte. Alors, tantôt, c'est les orthodoxes qui s'avancent sur le monde catholique, c'est le cas de l'URSS soviétique sur la Pologne, par exemple, qui est profondément catholique. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, dans la mesure où c'est le monde occidental, c'est-à-dire le monde européen qui est en bleu, qui veut s'installer du côté orthodoxe en prenant l'Ukraine. Et oui, ça a tout le temps été comme ça, un rôle de balancier. Ça, c'est le balancier actuel, mais au XVIIIe, XVIIe siècle, on avait déjà cela. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que c'est la source de conflits et de difficultés extrêmement importantes. Et d'autre part, chaque église, bien entendu, la protestante comme les orthodoxes, ont leurs propres problèmes internes. On voit bien qu'une partie de l'église orthodoxe d'Ukraine était autrefois affiliée à Moscou, et puis aujourd'hui, elle s'est rapprochée de Constantinople, elle s'est rapprochée d'Istanbul, en se méfiant de ce qui se passe à Moscou. Mais alors, du côté catholique et protestant, c'est la même chose. L'Auvergne, elle est sur une de ses limites entre les deux. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Alors, les protestants ont toujours fait appel à des partenaires étrangers. Lorsque Richelieu faisait le siège de La Rochelle, les protestants ont fait appel aux Anglais. Et aujourd'hui, un certain nombre de protestants du Massif font appel pour se donner un petit peu de liberté, font appel à des protestants qui viennent des USA. Les darbistes, par exemple, qui est une partie des protestants extrêmement active, est influente en Haute-Loire, par exemple. Si vous connaissez Tence, en Haute-Loire, eh bien, il y a un temple qui a été financé en grande partie par les darbistes. Donc c'est quelque chose qui est toujours actuel. On fait appel à des étrangers lorsque c'est nécessaire. Et alors, les Camisards, ceux des Cévennes, les protestants des Cévennes, ont toujours eu la tentation de remonter le plateau sévenol pour aller vers le plateau ardéchois, vers le plateau et le monde du Puy, qui est particulièrement catholique et qui avait son saint, Saint François-Régis. Et là, il y a une limite quelque part. Et cette limite, elle est extrêmement importante. Je vous rappelle qu'à l'est, la grande ville des Cévennes a été complètement rasée en 1622, en même temps qu'une partie de Montpellier d'ailleurs. Donc c'est des choses qui étaient très 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 violentes. Et aujourd'hui, la limite, elle est quelque part par là, entre Tence et Saint-Jean, pour ceux qui connaissent. Et moi, j'ai une partie de ma famille qui vient de Saint-Geur, qui est entre Tence et Saint-Jean. Et dans cette commune, elle est beaucoup moins intéressante parce que le cœur de la commune est catholique. Et à côté, vous avez un mot qui s'appelle Fresnay et qui est protestant. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous allez au cimetière de Saint-Geur, il est plein. Si vous allez au cimetière de Fresnay, il est vide, ou presque. Parce qu'on enterrait, on inhumait chez soi, autrefois, chez les protestants. Et là, vous avez une limite extrêmement importante qui est jalonnée par, justement, des actions des uns et des autres. Le fameux collège séminole, et il est sur cette limite, dans une commune catholique, puisque c'était la mère de M. Vauquiez qui était la mère, mais avec ce collège qui formait des élites protestantes autrefois, avant de disparaître.
Ça, c'est extrêmement important. Et je vous citais tout à l'heure les darwistes présents à Tence, par exemple, par leur temple. Alors, il faut bien voir que tout ça complique l'Europe. Hein. L'Europe, c'est quelque chose de complexe. Et ça, c'est un premier volet extrêmement fort, mais aussi qui pose un certain nombre de problèmes. Alors, deuxième point là-dedans, c'est qu'entre le XVIe et le XIXe siècle, l'Europe a inventé tout ce qui est notre monde. Et ça, il faut bien en être conscient. C'est quelque chose de fondamental. Tout ce sur lequel nous sommes aujourd'hui, que ce soit sur le monde philosophique, que ce soit sur le monde scientifique, vient de cette période-là, et c'est en Europe que ça s'est fait, y compris la révolution, la première révolution industrielle. Alors je voudrais aujourd'hui insister un petit peu là-dessus, parce que c'est notre passé, ça. Il est extrêmement important. Et aujourd'hui, quand on dévie un petit peu de ce passé, on se fait critiquer, nous le reverrons par la suite. Alors tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que tout commence avec la Renaissance. Avec la Renaissance au XVIe siècle, c'est la fin de l'époque médiévale, et c'est véritablement là que débute toute cette affaire. En ce moment-là, on a commencé à vouloir retrouver ce qu'avaient fait déjà les Grecs, c'est-à-dire fait ce que les gens qui raisonnaient autrefois, Socrate, Platon, Aristote avaient fait. Ça, c'est extrêmement important. Et là, ces esprits nouveaux qui se tournent vers ce passé anti-religieux, anti-catholicisme, eh bien, ont joué un rôle déterminant. Alors, tout vient de cette période-là. Et à ce moment-là, la raison commence à l'emporter sur la foi. C'est-à-dire qu'on raisonne et on est moins croyant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que l'Église a combattu cela. Et elle avait un bras armé, l'Inquisition, qui faisait régler une espèce de terreur, bien entendu. Il fallait faire très attention à ça. Alors, quelques noms à retenir. Descartes, qui nous a apporté le raisonnement d'une manière ou d'une autre. Blaise Pascal, dont on a fêté les 400 ans, ici, à Clermont-Ferrand, qui nous a apporté le raisonnement scientifique aussi, la pression atmosphérique, etc. Et tout ça, c'est du XVIIe siècle, hein, c'est contemporain. Blaise Pascal, c'est 1623, 1662, et puis Descartes, c'est 1596, 1650. C'est la même période. Newton, hein, l'anglais, 1672, 1727, je vous donne les dates, c'est pas pour vous les retirer, mais vous voyez bien que c'était un monde en même temps. Alors c'est lui qui parle dans la gravitation universelle, c'est l'ancêtre d'Einstein, hein, finalement. C'est quelque chose qui est juste avant ce qu'a fait Einstein. Galilée, l'italien, qui vient derrière, 1564-1642, l'astronome, qui avec une petite lunette, eh bien, va être le fondateur de la physique, de l'astronomie, en montrant l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. C'est pour ça qu'il sera condamné. L'Église ne permettait pas ça. Et alors, en 1666, Colbert fonde l'Académie des sciences. Les rois attirent les savants. Buffon, qui viendra au siècle suivant, 1788, parle le premier de l'histoire de la nature. C'est-à-dire que la nature, elle n'a pas été donnée une fois pour toutes par un seigneur quelconque, mais elle s'est progressivement évoluée au fil des années. Alors tout ça, aujourd'hui, commence à être critiqué. Je vous rappelle les complotistes qui ne croient pas du tout à cela. Je vous rappelle les platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate. Et quand ils vont dire, par exemple, à un astronome qui est, enfin, quelqu'un qui va dans l'espace dans une fusée et qui va tourner autour de la Terre, on dit aux platistes, mais vous voyez bien ces photos, on voit bien que la Terre est ronde. Ils disent non, c'est un montage photographique. Donc il y a là quelque chose qui est quand même désolant et qui remonte à nos origines véritablement. Le XVIIIe, c'est aussi le siècle des Lumières avec sa philosophie, sa morale. Spinoza, Montesquieu, Voltaire, tous ces gens-là du XVIIIe nous ont apporté la philosophie, le rejet de la transcendance divine. Et Voltaire, à ce sujet-là, c'est quelqu'un de tout à fait intéressant, à mesure où on lui a fait la remarque en disant, tiens, au sommet du col du Mont-Cenis, il y a des huîtres là dans les roches là. Alors il y en a qui disaient, bah, c'est des pèlerins qui passaient, puis ils ont cassé la croûte, et puis ils avaient des huîtres, et puis ils les ont laissées. Ils étaient loin d'imaginer que c'était des sédiments marins qui avaient été portés à 2000 mètres d'altitude. Et donc ça commence à résonner à ce niveau-là, c'est quelque chose d'extrêmement important, il faut voir ça. Alors c'est Diderot, bien entendu, et puis Diderot qui a publié l'encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des techniques
33 volumes entre 1751 et 1772. C'est l'époque des grands musiciens, Bach, Mozart, Handel, ils sont tous de cette période-là. Et donc, il y a là quelque chose de tout à fait étonnant, c'est dans l'Europe, et uniquement pratiquement en Europe, hein, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, de la Hollande, mais ça ne va pas tellement au-delà. Alors, ce qui est important, c'est qu'à côté de cette effervescence intellectuelle, qui en gros joue sur les sciences, le raisonnement, l'observation, eh bien, il se produit un deuxième phénomène extrêmement important et unique en son genre, c'est la première révolution industrielle. Vous savez qu'il y a 3 révolutions industrielles. La première a lieu à ce moment-là. Après, il y aura la deuxième, on en parlera un peu. La troisième, j'en parlerai pas, puisqu'elle a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la première révolution industrielle, c'est la plus importante. L'industrie, elle est née chez nous. Elle n'est pas née ailleurs, elle est née chez nous. Alors on va trouver, bien sûr, quelques bas fourneaux ou hauts fourneaux en Chine, en Inde d'ailleurs, mais l'industrie, elle est née ici. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne porte pas de jugement de valeur, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est arrivé chez nous. Et en particulier, dans un pays qui est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui va porter ça. Et si vous avez l'occasion d'aller à l'Angleterre, ne manquez pas de visiter ces musées qui sont extraordinairement bien faits du côté de Manchester, du côté de Pennine, et qui montrent les prémices de cette révolution industrielle. C'est fabuleux. Moi, j'y emmenais très souvent mes étudiants de licence et de maîtrise pour leur montrer ça. Vous savez, quand on a vu ces musées-là, vous avez tout compris au niveau de la révolution industrielle. Il faut voir ces choses-là. Les Anglais ont très bien su le montrer et le mettre en valeur. Alors l'Angleterre est à la tête de ce mouvement industriel. Et c'est un tout petit pays au départ, hein. 1750, 7 millions d'Anglais seulement. Ça fait penser au Portugal, aussi tout petit pays, mais avec des navigateurs qui vont explorer toutes les mers du globe. Tout petit pays. 1750, 7 millions, 1801, 12 millions, 1901, 41 millions. Mais au départ, c'est un tout petit pays. Et c'est la différence avec la France. La France est un pays 2 à 3 fois plus peuplé, mais surtout rural, paysan, et nous serons toujours en retard sur le domaine industriel. On fera des choses, c'est vrai, mais on a toujours été un peu en retard, et l'industrie a toujours eu moins de place qu'en Angleterre ou en Allemagne. C'est une de nos caractéristiques. Alors, du 16e au 18e siècle, comment ça s'est passé? Alors, je vais résumer, parce que là, il y a des bouquins, des thèses, etc., mais je vais résumer, c'est très simple à comprendre. Vous aviez, comme chez nous encore d'ailleurs, ça existe, les dentelières du Puy, par exemple. Vous aviez des artisans textiles qui travaillaient chez eux, dans un apprenti, dans une annexe de l'étable, etc., avec des métiers à tisser, à filer. Et il y avait un marchand qui venait d'une ville voisine, qui apportait du fil, qui apportait un modèle pour faire ceci, pour faire cela, et qui venait chercher et payer lorsque c'était fini, et il ramenait chez lui, et ainsi de suite. C'était le travail à domicile. L'usine, qu'est-ce que c'est? C'est le rapprochement de ces artisans qui travaillaient chez eux sur un même lieu. C'est ça l'usine. Et les Anglais l'ont fait très vite. Dès le XVIIIe siècle, ils ont rapproché ces artisans, ces gens qui faisaient de la filature, du tissage, il les a rapprochés et il les a mis dans un même immeuble. Et il les a fait travailler ici. Ils sont devenus petit à petit d'artisans comme ouvriers. Et c'est là que c'est né, hein, tout au long de cette période-là. Et les dentelières du Puy ont pérennisé ce vieux modèle qui était celui du marchand qui vient apporter le fil et qui vient chercher la pièce de tissu après. On pérennisé ça jusqu'à une époque très très récente, hein, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui a été transformé par les Anglais, alors qu'au niveau de la dentelle du Puy, ben, c'est resté comme ça beaucoup plus longtemps. Alors le coton venait des Indes, et puis les tissus ils étaient vendus un peu partout, mais ça se faisait à la maison, et après ça se faisait à l'usine, c'est-à-dire à un lieu où les gens étaient regroupés. Et alors, cette période, elle est jalonnée par toute une série d'inventions. Ces artisans, moi je les appelle des artisans de génie, parce qu'ils ont fait des inventions les unes après les autres. Il y avait une invention sur la filature, puis une invention sur le tissage, et ainsi de suite. Et il y en a tout un tas. La dernière étant ce qu'on appelle la navette volante, qui permettait de tisser avec des pièces de tissu beaucoup plus grandes, puisqu'on la faisait voler littéralement, elle était jetée pour passer entre les fils. Alors ça, c'est vraiment important. D'autre part, ces lieux où on avait rassemblé ce qui allait s'appeler l'usine, eh bien,
cette zone, ces établissements, ces usines, vont bénéficier d'une évolution des sources d'énergie. Jusqu'à cette époque-là, la source d'énergie, c'était l'hydraulique. C'était des moulins à eau. Il n'y avait pas tellement de moulins à vent, mais c'était des moulins à eau. Et ces moulins à eau, eh ben, ils actionnaient des métiers à filer, à tisser, avec une petite chute d'eau, hein, avec des pièces de bois qui faisaient ça, qui faisaient tourner cette affaire-là. Alors, en même temps que le textile connaissait cette évolution, eh bien, l'énergie connaissait aussi une autre évolution. C'est-à-dire que le système hydraulique était remplacé progressivement par l'invention de la vapeur liée au charbon. On pouvait brûler du charbon, on récupérait de la vapeur, et c'est la vapeur qui faisait tourner les machines. Mais tout ça, ça ne pouvait pas être fait dans la maison, ça ne pouvait pas être fait à l'échelle d'une maison, ça pouvait se faire qu'à l'échelle d'un regroupement. Tout ça, c'était concomitant. Ça s'est développé entre le 16e et le 18e de manière tout à fait et vraiment concomitante. Alors la métallurgie, elle va connaître aussi une évolution parce qu'on utilisait pour obtenir de la vapeur, on utilisait le charbon de bois. Et on utilisait le charbon de bois pour obtenir le métal. Et ce charbon de bois, ben, on s'est rendu compte aussi que les forêts s'épuisaient assez vite et qu'on avait besoin du bois pour autre chose que le brûler. Et c'est là qu'est apparu le charbon de terre, c'est-à-dire le charbon tout court. Et l'utilisation du charbon est venue de l'Angleterre. Le seul problème, c'est que autant le bois on pouvait en trouver un peu partout, autant le charbon de terre, on n'en trouvait pas partout. C'est-à-dire que ce monde industriel nouveau, avec la vapeur et le charbon, eh bien, il allait se localiser sur les gisements de charbon et pas ailleurs. Donc, les parties de l'Europe qui avaient du charbon, c'était parfait. Les parties où il n'y en avait pas, eh ben, c'était nettement moins important. Alors, ça se voit aussi sur une diapo que je vous ai montré là. Voilà. Vous voyez les régions industrielles au milieu du 19e siècle, ben, c'est les régions industrielles où il y a du charbon, c'est-à-dire de part et d'autre des Pennines en Angleterre, les bassins du Nord et de la Belgique chez nous, et en Allemagne, la Ruhr, c'est là que ça va naître parce que la source d'énergie nouvelle, le charbon de terre, est utilisée et remplace le charbon de bois progressivement. Alors, ce charbon, très localisé, pas partout, il va devenir un objet de progrès tout à fait étonnant. Entre 1760 et 1796, l'anglais Watt, W-A-T, a mis au point la machine à vapeur. C'est lui, et l'Angleterre, encore une fois, qui met en place l'invention de la machine à vapeur, dont les applications vont être, j'allais dire infinies, non, mais multiples. La vapeur sous pression pour actionner des métiers, un métier textile par exemple, pour remplacer l'eau, mais aussi la locomotive à vapeur, le train, 1810 ou 1820, les premiers trains, 1830 en France, le bateau, bien entendu, le bateau à vapeur avec le gars qui pète, qui met du charbon dans la chaudière, comme sur les chemins de fer. On voit ça aussi dans les westerns américains, ils sont encore souvent au bois. Et il passe à un moment donné au charbon, on voit cette évolution-là sur les trains des fois. Alors, ce petit monde-là industriel, avec ces usines nouvelles, rassemblement d'artisans, cette énergie nouvelle à partir du charbon produit, du charbon tout court, eh bien, quelle allure est là au fin du XVIIIe, début du XIXe siècle? Elle est modeste. Elle a des outils, des entreprises qui sont de petite taille quand même. C'est 100, 150, 200, c'est pas les grandes usines qu'on verra au XXe siècle, bien entendu. Les canaux sont de toute petite taille. Si vous allez en Angleterre, vous verrez, ils ont conservé des canaux qui allaient de la mine jusqu'à l'usine. Et ces canaux, souvent, ils font 1,20 m, 1,50 m, 2 mètres de large seulement. On les naviguait avec une perche, en les propulsant, tout simplement. C'est tout petit. Mais il y en a partout. Dans l'arrière-pays de Manchester, c'est assez fabuleux pour ça. C'est quand même beaucoup moins intéressant. Et puis, à la fin du XIXe siècle, il y a la deuxième révolution qui apparaît. Et là, ça commence à changer le monde industriel. Mais c'est toujours dans le monde occidental européen. Et c'est là qu'on voit apparaître, au niveau de la deuxième révolution industrielle, on voit apparaître les USA. Les USA, un petit peu la Russie, mais surtout les USA. C'est l'électricité, c'est la révolution industrielle de l'électricité, 1880, la lampe à incandescence, Edison, mais c'est un américain. Le pétrole, l'utilisation du pétrole. D'abord le pétrole lampant pour s'éclairer, la lampe,
puis après le pétrole pour le brûler comme le charbon, bien entendu, pour donner naissance à la carbochimie ou la pétrochimie, le moteur thermique qui apparaît à ce moment-là aussi. Et il y en a le téléphone, le télégraphe, et c'est un peu l'Europe qui joue ce rôle, et un petit peu, et surtout les USA. C'est-à-dire que les inventions ne sont plus le fait des artisans de génie, mais sont le fait des ingénieurs. C'est les ingénieurs qui prennent en main et qui vont porter cette deuxième révolution industrielle. C'est plus compliqué, c'est plus varié, technologiquement plus difficile, et c'est plus les artisans, c'est plutôt les ingénieurs. Et ça, le monde industriel change petit à petit. Et oui, ça s'est passé chez nous, ça s'est pas passé en Chine, ça s'est pas passé en Inde, ça s'est pas passé en Afrique, ça s'est pas passé en Amérique latine, ça s'est passé en Europe. C'est là que ça s'est passé. Alors, en même temps que cela se passait là, en même temps qu'on avait cette réflexion philosophique, on avait cette réflexion du monde industriel, il y avait un deuxième phénomène un troisième phénomène qui se développait, c'est la révolution morale et politique qui s'avance. C'est-à-dire qu'il y avait une philosophie des Lumières qui débouche peu à peu sur une nouvelle conception de la politique. Parce qu'elle distingue trois pouvoirs, et c'est la première fois qu'on les distingue. Les pouvoirs que vous connaissez, bien entendu maintenant, mais qu'on ne connaît pas à l'époque, c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est là que s'invente la démocratie libérale telle que nous la connaissons et telle que nous la pratiquons. Hein? C'est le produit de cette réflexion qu'on a vue tout à l'heure au démarrage. Et ces trois fonctions, il faut les faire travailler ensemble. Et il faut les faire travailler ensemble dans une structure nouvelle qui s'invente à cette époque. Et cette structure nouvelle, c'est la République. C'est la République. La première République, c'est pas vraiment une République au sens où on connaît, c'est en 1689, le Parlement anglais limite les pouvoirs du roi en Angleterre et met en place ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. C'est la première fois, c'est la première rupture entre le monde autoritaire, le monde de la royauté, un Parlement qui limite les pouvoirs du roi. Et puis après, on va voir arriver très vite les premières républiques. La République 1776, c'est celle qui est née en Amérique. Les Américains ont mis la première 1776. C'est la fin du XVIIIe siècle. Et 1787, c'est leur première constitution, le premier président, George Washington, qui est élu à ce moment-là. Alors le principe de la séparation des pouvoirs et de l'élection sont gravés dans la Constitution. C'est la première fois que ça se fait. Chez nous, la première République, elle est un petit peu plus tardive, pas beaucoup, 1792. Malheureusement, elle ne va pas durer longtemps, parce que Napoléon va la mettre de côté. Mais enfin, 1792, c'est la première République. On n'en est qu'à la cinquième, hein, on est après 1958, mais c'est en 1792 que on va apparaître chez nous. Alors l'ouvrage fondamental qui donne la réflexion de tout ça, c'est De la démocratie en Amérique, 1835, de Tocqueville, qui a vécu de 1805 à 1859. Tout ça, c'est véritablement une affaire européenne qui se met en place. Alors, on a vu plutôt les aspects positifs, maintenant on va essayer de voir un petit peu les biais de cette mise en place. Il y a des problèmes quand même qui sont quand même assez importants. D'abord, il y a c'est un monde de l'inégalité, ce monde industriel. Ce monde industriel, il est très inégalitaire. Il est très inégalitaire par son implantation. Alors, vous voyez sur cette carte, de l'industrie, il n'y en a pas eu partout. L'Angleterre est plus petite, et donc il y en a un petit peu plus densément, il y a une densité un peu plus forte. Mais chez nous, par exemple, il y a des grands espaces à l'ouest, au sud, dans ces premières révolutions industrielles, il n'y a pas d'industrie. Donc c'est très inégalitaire. Et ça veut dire que ces révolutions industrielles vont drainer des populations paysannes vers ces usines. C'est-à-dire qu'il va y avoir dépeuplement de ces régions rurales vers ces régions industrielles. Alors ça, c'est vraiment très très important. Vous savez que les Anglais, quand ils ouvraient une mine de charbon, hein, puisque c'était le charbon de terre, le problème de ces mines, c'est qu'il faut mettre soutenir les galeries. Et soutenir les galeries, ça se fait avec du bois, hein, en particulier le bois des landes, hein, qui partait en Angleterre en très grande quantité. Et si on tient compte de la hauteur moyenne, la taille moyenne d'un homme, il fallait des bouts de bois qui tiennent, un ensemble qui tienne 1,80 m à 2 mètres. C'est pour ça que les Anglais
utilisaient une main-d'œuvre qui était beaucoup plus petite, c'est-à-dire les enfants. Et il y avait une razzia des orphelins en particulier pour les faire travailler dans les mines parce qu'ils sont plus petits, parce que ça permettait de faire des galeries plus petites et des économies de bois et d'emménage. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très très inégalitaire sur le plan social, très dur sur le plan social. On faisait des razzias d'orphelins pour les faire travailler. Ils le disent les Anglais, c'est pas de la critique vis-à-vis d'eux, ils le disent, ils le montrent, bien entendu. Et alors, à l'échelle de ces régions industrielles, eh bien, l'inégalité vraiment a perduré longtemps. Alors je vous donne un exemple, prenez bien conscience de ça. Je prends l'exemple du département de la Loire, qui est pas loin, vous connaissez un peu, c'est pas de problème. Département de la Loire, Saint-Étienne, le charbon, la sidérurgie, enfin, vous en avez entendu parler de ça, il n'y a plus grand-chose maintenant, mais enfin, ça a été un grand département. Mais l'industrie y est venue très, très tardivement. Lorsqu'à la Révolution, les départements sont créés, il n'y a pas de département de la Loire. Il y a un département, vous ne trouverez pas. Vous trouverez un département de Loire et Rhône. C'est le même, c'est Lyon qui est à la tête de ça. Et puis, quand quelques années plus tard, on va créer le département de la Loire, curieux, c'est pas Saint-Étienne. Saint-Étienne est encore, à la fin du XVIIIe siècle, une région très peu industrialisée, les mines sont à peine développées. Donc Saint-Étienne, c'est pas le chef-lieu. Qu'est-ce que c'est le chef-lieu? C'est Montbrison. La capitale du Forez, la capitale rurale, agricole, c'est Montbrison. Et je me souviens, moi, quand j'étais candidat à l'école normale d'instituteur, dans la Loire, parce que je suis stéphanois, eh bien, on allait passer le concours à Montbrison. Et j'ai passé le concours pour rentrer à l'école normale d'instituteur à Montbrison, parce que l'école normale n'était toujours pas au chef-lieu qui est Saint-Étienne. Maintenant, elle y est, mais elle n'y était pas à l'époque, à la fin. En 1958, c'était en 58, ça a duré longtemps, ça. Donc vous avez là quelque chose qui est tout à fait spectaculaire. Et alors, ce qui est inégalitaire à l'échelle de l'Europe et à l'échelle d'un pays, c'était absolument fabuleux à l'échelle de la planète. Ce qu'il faut voir, c'est que regardez, entre 1870 et 1913, vous voyez un peu le Royaume-Uni, la progression du charbon, du fer, etc. C'est le monde industriel. Ailleurs, il y en a un petit peu, mais c'est pas énorme. Je vais vous donner quelques exemples. 1913, l'Europe tient 44% de l'industrie mondiale. 44% de l'industrie mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Presque la moitié de l'industrie du monde, de la planète tout entière, est en Europe. L'Allemagne, 16%, la Grande-Bretagne, 14%, la France, 7% seulement, la Russie, 5% seulement, et les USA, 36%, le Canada, 2%, et le reste, 18%, c'est le reste de la planète. Donc oui, une inégalité, mais fabuleuse à l'échelle de la planète. Tout est concentré sur cet espace européen. Deuxième exemple. En 1913, toujours, l'Europe possède 80% de la flotte mondiale. 80% des bateaux appartiennent à l'Europe, à des Européens, à des firmes européennes. 20% pour le reste du monde. 90% des capitaux investis dans l'industrie proviennent et sont des capitaux européens. Donc vous avez là une suprématie. L'Europe a connu une apogée intellectuelle, industrielle, économique, fabuleuse au début du XXe siècle. Résultat de tout ce qu'on vient de voir. Et alors, c'est la mise en place de ce qu'on appelait les expositions universelles. Il y a des journaux qui montrent ça, des photos, etc. Alors, les expositions universelles de Londres, Berlin, Paris, entre 1855 et 1937, c'est fabuleux. C'est un résumé de ce qui se passait à l'échelle de la planète chez nous. Et il y a vraiment quelque chose d'assez remarquable à l'échelle de la planète. Alors, le problème, c'est que les Européens ont conscience de ça. Ils ont conscience d'être, j'allais dire, supérieurs au reste de la planète. Parce qu'ils ont ceci, parce qu'ils ont cela, parce qu'ils ont inventé ci, parce qu'ils ont inventé ça. Et ça va donner naissance à un travers fabuleux qui est le colonialisme. C'est-à-dire que l'Europe va partir à la conquête de ce monde qui n'est pas comme elle. À la conquête de ce monde qu'on va qualifier très vite de sous-développé.
développée. Mais les termes, ils ont un sens quelque part. Hein. Et c'est quelque chose qui va s'avancer petit à petit. Et qu'on voit ces projets qui sont assez tout à fait remarquables au niveau de la planète tout entière. Regardez la colonisation par l'Europe de nouveaux territoires au XIXe siècle. Tout ce qui est en couleur, à part les USA bien entendu, hein, regardez un petit peu les colonies. Et surtout, il y a un pays, parce que déjà au XIXe siècle, l'Amérique latine s'est un petit peu émancipée. Mais vous voyez, il y a un pays qui apparaît, un continent qui apparaît comme particulièrement marqué par le colonialisme, c'est l'Afrique. Tous les problèmes que l'Afrique connaît aujourd'hui, ils sont dans cette carte. Ils sont dans cette carte. C'était la chasse gardée, c'était l'arrière-cour de l'Europe. Et on y a fait tout et son contraire. Il faut bien se rendre compte de ça. Hein. C'est quelque chose qui est important, nous aurons l'occasion de voir dans la géopolitique. Eh bien, c'est des choses hein, qui comptent aujourd'hui. Et on n'a pas toujours été, il ne s'agit pas de faire du mea culpa, hein, mais on n'a pas toujours été à la hauteur de ce que l'on était, de ce que l'on représentait pour ces peuples. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. On a vécu ça comme une mission civilisatrice. Hein. Souvenez-vous de ce que disait, je crois que c'est à vous que je l'avais dit, de George Bush, quand il a envahi l'Irak. Et il disait, on va leur apporter la démocratie à la pointe du fusil, si c'est possible. Ah oui, apporter la démocratie à la pointe du fusil, quoi, à coup de pied dans le derrière, quoi. Hein, c'est vraiment... Et ça, aujourd'hui, ça passe plus. Ça s'est resté dans la mémoire, ça passe plus. C'est quelque chose qui n'est plus accepté et acceptable. Et alors, parallèlement, pour faciliter cette expansion mondiale, l'Europe c'est tout petit, hein, vous voyez, par rapport à l'Afrique. Eh bien, il a fallu que cette Europe elle ouvre et fasse ce qu'on appelle les grandes découvertes, c'est-à-dire que ce sont encore les Européens qui sont partis à la découverte des continents, du tour du monde. Hein, c'est les Portugais, c'est les Espagnols, c'est les Italiens, c'est Christophe Colomb hein, qui fait le premier tour du monde, puis l'Espagne et le Portugal qui se partagent le monde, le traité de Tordesillas, etc., etc. Ensuite, l'Angleterre, la France, l'Allemagne ont suivi. C'est tout. Hein. On n'a pas été très très en avance là-dessus, même sur les inventions, par contre, les Anglais et les Français ont découvert plein de choses, bien sûr. Alors, le Japon est venu après, les États-Unis aussi, mais enfin, ce colonialisme est une conséquence directe de ces différences spatiales au niveau de ces révolutions intellectuelles et industrielles. Alors maintenant, on ne peut pas rester 8 jours, si on pourrait rester 8 jours, mais je ne veux pas rester 8 jours là-dessus. La grande question, c'est de savoir pourquoi ça s'est passé chez nous et pourquoi ça ne s'est pas passé ailleurs. Qu'est-ce qui explique que les révolutions intellectuelles, que les révolutions industrielles aient eu lieu chez nous? Parce qu'il n'y a pas que du charbon chez nous, il y en a aussi dans le monde, et il y a aussi des intellectuels dans le monde, mais tout ça s'est passé chez nous. Donc c'est l'origine, les causes de ce phénomène. Alors on sait bien qu'un phénomène comme ça, c'est compliqué. Mais il y a deux facteurs très importants qui ont entraîné cette localisation et ce phénomène. Le premier, c'est un facteur lié à l'agriculture. L'agriculture, pendant toute cette période, et ça remonte à des périodes très anciennes, l'agriculture était proposée aussi bien en Angleterre chez nous, en Europe, partout, pas aux États-Unis encore, hein, mais chez nous, proposée sur ce qu'on appelle l'assolement triennal. Chaque village avait 3 sols, une sole pour une culture, une sole pour une deuxième culture et une troisième sole pour la jachère. Et on faisait tourner les sols. Ça, c'était le système à peu près partout. L'avantage de ce système, c'est que sur la jachère, les gens qui n'avaient pas de terre, qui n'avaient pas grand-chose, ils pouvaient faire paître quelques animaux, ça leur faisait quelques revenus, hein, et ils arrivaient quand même à subsister, même si c'était dans des situations un petit peu difficiles, délicates. Alors l'opération ici, concomitante à toutes ces révolutions, qui est une révolution au fond individualiste, hein, on réfléchit, hein, mais c'est quand même très individualiste, c'est la suppression de la jachère et c'est la suppression de l'assolement triennal. Et là, cette suppression de l'assolement triennal va libérer les terres puisque la sol de jachère, elle va être cultivée. Et c'est l'appropriation privée qui va l'emporter. Si bien que ça va avoir deux conséquences. D'une part,
l'agriculture va se développer dans la mesure où on cultive plus d'espace, et d'autre part, c'est lié à l'individu qui prend en charge cette exploitation, qui n'est plus tenu par des pratiques communautaires. Le seul triennal, c'est une contrainte communautaire, et il n'est plus libre de s'adapter au marché comme il l'entend. Et c'est là, deuxième conséquence, c'est qu'une partie de ces gens qui étaient pauvres et qui avaient profité de la jachère, de la solde de jachère pour vivre, ben, ils l'ont plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, comme ils n'ont plus de boulot dans l'agriculture, ils foutent le camp dans l'industrie, dans la ville voisine. C'est-à-dire que ces deux phénomènes sont concomitants, ils sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que l'industrie, pour se développer, elle a besoin de main-d'œuvre, elle a récupéré ses artisans et les a mis dans une usine, mais elle a besoin aussi de main-d'œuvre pour la ville, pour ceci, pour cela, et ces agriculteurs qui sont exclus du monde agricole par cette pratique nouvelle, eh bien, ils vont tout droit à l'industrie. C'est par exemple, chez nous, si on voit à notre échelle, la grande migration d'une partie de la population rurale agricole de la Haute-Loire vers le bassin stéphanois. Et toute une partie de la population qui est descendue sur le bassin minier. Eh bien, ça s'est fait un peu partout. Donc, ces deux phénomènes sont concomitants, mais complémentaires aussi. C'est-à-dire que si vous avez l'un et pas l'autre, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Mais là, il y a eu les deux. Puis par ailleurs, cette agriculture qui se modernise, qui produit plus, nourrit mieux sa population. Et si elle nourrit mieux sa population, eh bien ça va avoir des conséquences sur la reproduction de cette population. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont vivre un tout petit peu plus longtemps, qui vont avoir des enfants en plus grande quantité, et vous allez avoir des phénomènes démographiques, que nous verrons tout à l'heure, qui sont extrêmement complémentaires aussi de ce mouvement-là. Les gens sont mieux nourris, ils vivent plus longtemps, ils auront plus d'enfants, les familles seront plus grandes, et ça, c'est important pour cette évolution. Alors, c'est par exemple l'histoire de l'Angleterre. 1750, je vous rappelle, 7 millions d'habitants, 1801, 12 millions, 1901, 41 millions. C'est une croissance spectaculaire. Et alors, il en va même dans tous les pays développés, on voit ça dans tous les pays industrialisés, c'est à peu près le même phénomène. Et alors, il se passe là quelque chose d'assez unique. C'est que l'Europe, surtout l'Europe, l'Amérique verra après, c'est ce qu'on appelle la transition démographique en Europe. La transition démographique, on va la détailler, c'est quelque chose que tous les pays connaissent à un moment ou à un autre. C'est le passage d'un renouvellement de population de type traditionnel avec forte natalité et forte mortalité, et avec un résultat qui est très faible. C'est la première partie, là. Vous voyez, la natalité et la mortalité s'équilibrent à peu près. C'est ce qu'on trouve dans les pays, dans certains pays sous-développés aujourd'hui, où vous avez 25-30 de mortalité et 35-40 de natalité, avec un surplus, un gain qui est relativement faible. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est quand ces taux de natalité et de mortalité ont baissé considérablement, et où la croissance est revenue relativement faible. On voit la troisième partie qui est ici, sur le graphique. Alors, entre les deux, c'est la transition démographique. Et la transition démographique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord la chute de la mortalité, parce que la nourriture est meilleure, parce que le niveau de vie a augmenté, la mortalité chute la première. Et en chutant, elle dégage, avec la natalité qui reste élevée, elle dégage un surplus qui est très important. C'est à ce moment-là que la croissance de la population est la plus forte. Alors, elle finit par baisser, mais vous voyez, la mortalité baisse aussi. Et on arrive à une espèce de fuseau vers le bas. Ce système dit de la transition démographique, tous les pays connaissent, l'ont connu. Il en reste pas beaucoup qui l'ont pas connu. Quelques-uns quand même, mais pas beaucoup. Et ça, c'est l'élément déterminant. C'est l'Europe qui l'a connu la première. On ne le savait pas autrefois. Et on ne le reverra plus. C'est fini. Il faudrait revenir à des taux de natalité et de mortalité de 40, 50, on ne retrouvera plus. Donc, c'est quelque chose qui est un phénomène qu'on a découvert, que l'Europe a découvert la première. Et tous les autres pays vont la connaître avec des modalités plus ou moins différentes. Parfois, ce passage de forte croissance, il s'étire sur une période très longue. Parfois, il raccourcit.
C'est très variable selon les pays, et c'est difficile à prévoir. Donc, ce mécanisme-là, cette transition démographique, elle est universelle, mais elle n'a pas toujours la même durée. Et alors, là, on voit que cette croissance démographique a été très forte en Europe à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Pendant que se faisait cette révolution industrielle, pendant que se faisaient ces révolutions politiques. Et tout ça, c'est concomitant et ça favorise. Parce qu'il y avait de l'emploi nouveau dans cette industrie. Alors, un pays peut connaître cette transition sans avoir les débouchés. Et à ce moment-là, c'est une crise du chômage terrible. C'est une crise économique et sociale terrible. Donc, l'Europe a eu la chance de connaître cette période, cette concomitance de ces phénomènes-là. Et ça, c'est un élément qui est déterminant. Alors, les pays en voie de développement ont connu ou connaissent ce phénomène petit à petit, pratiquement tous, les uns après les autres, mais dans des conditions qui sont plus ou moins bonnes. Mais c'est l'Europe qui a inauguré ce phénomène. Et ça, c'est chez nous que ça s'est passé, pas ailleurs. Et c'est lié à ce phénomène agricole. Et c'est lié, ça a été jugé positif parce qu'il y avait le développement industriel en même temps. Alors voilà, si vous voulez, ces phénomènes-là, c'est vraiment notre patrimoine. Et aussi bien philosophique qu'industriel, c'est véritablement la chose la plus importante pour nous. Et le monde le sait, pense le savoir en tout cas. C'est quelque chose qui véritablement fait partie de notre histoire. Et cette histoire-là, souvent, elle pose un certain nombre de problèmes. Alors on va passer à autre chose, maintenant qu'on a vu ce cadre général qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la construction européenne par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, deuxième grande partie, c'est la construction de l'Europe. Alors, quand je parlerai de l'Europe communautaire, c'est l'Europe qui est gérée par les traités, ou de l'Union européenne, c'est ce qui est géré par les traités. Et quand je parle de l'Europe, c'est l'Europe au sens large, avec des gens qui sont partis de l'Union européenne et d'autres qui n'en font pas partie. Alors, tout ce que nous voulons voir a eu lieu dans une Europe qui n'était pas communautaire, qui n'était pas construite comme maintenant, bien entendu, et avec des pays qui étaient souvent en guerre les uns contre les autres, la première, la deuxième, et il y a eu l'État au XVIIIe siècle, bien entendu. Ça s'est fait dans des cadres politiques complètement différents. Et l'idée, petit à petit, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais nous le reviendrons, c'est qu'il fallait peut-être regrouper ces pays-là pour se positionner à l'échelle internationale vis-à-vis des grandes puissances. Parce que la France toute seule par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Inde, par rapport à la Chine, ça pèse pas lourd. Donc l'Europe peut avoir un sens quand elle se positionne dans son ensemble. Et petit à petit, l'idée de ce rapprochement s'est fait le jour, je vous en ai parlé un tout petit peu déjà, il a fallu se rapprocher pour essayer de faire quelque chose. Ça s'est fait dans le cadre de cette occidentalisation et dans le cadre de cette philosophie politique dont nous avons parlé, avec les pouvoirs séparés les uns des autres. Et cette Europe, eh bien, elle essaie de donner une mission après la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de se regrouper. Alors, elle est partie et elle est caractérisée, cette dimension, cette attitude, par deux notions qui caractérisent l'évolution européenne, la construction européenne, c'est l'approfondissement et l'élargissement. Deux termes qui ont un sens bien précis au niveau de l'Europe. D'abord, l'approfondissement. Qu'est-ce que ça veut dire, l'approfondissement? L'approfondissement, ça consiste à mettre de plus en plus de fonctions économiques, politiques, culturelles dans le cadre européen et d'enlever ses compétences aux nations qui composent l'Europe. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on mette dans le pot commun des entités, des industries, du commerce, ceci ou cela, alors que les États, les nations, n'auraient plus compétence vis-à-vis. C'est l'approfondissement. Alors ça satisfait les gens qui sont très européens, comme le Benelux par exemple, et puis ça contrarie beaucoup les gens qui ne croient pas beaucoup à cette attitude-là. Par exemple, l'Angleterre, après 1973, quand elle rentre en Europe, elle comprendra très vite qu'elle ne veut pas aller jusque-là.
et ce qui la conduira à sortir de l'Europe à un moment ou à un autre. Mais c'est une des grandes dimensions, l'approfondissement. Et c'est quelque chose qui est compliqué à faire, bien entendu. Et l'autre, c'est l'élargissement. L'élargissement, c'est l'augmentation du nombre de gens qui participent à cette Europe communautaire, à ces européens. Alors au départ, on est parti à 6, hein, c'est-à-dire à 6. C'est ceux qui sont en vert, hein, sur cette carte. Benelux, l'Italie, la France et l'Allemagne. Après, il y a eu toute une série, on les verra très rapidement, d'élargissement. Et aujourd'hui, il est question encore d'élargir, ce qui pose un problème. Élargir, c'est contradictoire de l'approfondissement. Parce que plus vous avez de membres, plus c'est difficile à mettre en commun. À 6, c'était déjà pas facile, mais alors à 27, c'est pratiquement impossible. Donc il y a là, et c'est un des drames de cette Union européenne, l'Europe elle est bâtie sur son passé, sur ce qu'elle a fait, etc., etc. Mais aujourd'hui, pour faire en sorte que ça soit mis dans le pot commun, les réticences sont de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, plus on élargit, et plus on rend l'approfondissement impossible. C'est ce qu'avait bien compris l'Angleterre, qui a toujours poussé à la roue pour élargir. Parce qu'elle disait, plus il y en aura, et moins on fera de choses. Parce qu'elle souhaitait simplement un accord commercial. Et je crois que De Gaulle avait bien compris ce jeu anglais. Et c'est lui qui avait refusé les candidatures de l'Angleterre dès le début, en 1957. Il n'y croyait pas à l'Angleterre. Et il avait refusé. L'Angleterre est rentrée quand De Gaulle est parti. L'Angleterre est rentrée en 1973 et De Gaulle est parti en 1969, après le référendum. Donc, quand il était là, ce n'était pas possible. Alors, ces deux phénomènes sont intimement liés et contradictoires l'un avec l'autre. Alors, c'est déjà compliqué pour faire fonctionner ce qui existe, et comme on va le voir, les grandes étapes de cette évolution, élargissement et approfondissement, elles sont jalonnées de crises et de solutions qu'on va essayer de trouver pour permettre de continuer. Alors, des petites choses pour comprendre un peu comment ça marche. Les USA n'ont jamais été très favorables à l'Europe, on le verra en termes de géopolitique. Ils n'y croient pas. Et ils se moquent de nous, gentiment, mais ils se moquent de nous quand même. Ils disent que quand vous voulez téléphoner en Europe, quel est le téléphone? Vous en avez 27. Problème. Il dit quand il y a une réunion, vous avez un représentant européen, il faut renforcer le plancher derrière parce qu'il faut 26 chaises derrière. Donc ils nous disent plein de choses comme ça qui ne sont pas très sympathiques et qui montrent que c'est pas facile pour eux gérer cette Europe, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors tout d'abord, les grandes étapes, on va voir ces grandes étapes. Alors, on considère que les traités fondateurs sont de 57, c'est-à-dire la création de la CEE et de la CEPA, c'est-à-dire l'énergie atomique. Mais avant cette période, c'est-à-dire entre 1945 et 1957, il y a ce qu'on appelle les prémices européens. Et ça, c'est intéressant parce qu'il s'est passé plein de choses, positives ou négatives. Il y a eu les deux, c'est ça le problème. Alors, cette période, elle est très favorable à la création de l'Union européenne. C'est l'époque où l'ONU, les instances internationales dont on a parlé, se mettent en place. C'est un mouvement de rapprochement de ce monde occidental, de gestion de ce monde occidental, à la fois civil, économique et militaire, qui se met en place et c'est favorable au développement de l'Europe. Je vous rappelle les principales idées. En 1948, c'est la création de l'OSCE. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, mais ça concerne l'Europe. C'est l'Organisation européenne de coopération économique. C'est créé par les USA, et son but, il n'y en a qu'un, c'est distribuer, organiser la distribution de l'argent et des matières premières liées au plan Marshall. Les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, ont décidé d'aider l'Europe. Et ils ont donné du matériel, ils ont donné du charbon, ils ont donné de l'énergie, ils ont donné de l'argent en très grande quantité, et c'est eux qui le distribuaient entre les États, entre l'Allemagne, la France, etc. Et ils avaient créé cette structure, l'OSCE. C'était un guichet américain pour les Européens.
et on s'est approvisionné à cette réserve-là. 1949, c'est le Conseil de l'Europe qui siège à Strasbourg et qui n'est pas une institution européenne, communautaire, mais il y a 47 États. Et c'est surtout quelque chose qui est là pour la promotion de la démocratie, qui est là pour protéger les droits de l'homme. C'est une assemblée avec des représentants des différents pays, c'est-à-dire des 47 pays. Et c'est cette organisation, c'est ce Conseil de l'Europe qui a créé, qui a mis sur pied la Convention européenne des droits de l'homme, extrêmement important. C'est tout ce qui sort de cette philosophie du XVIIIe des Lumières. Hein, c'est l'individu qui est au cœur, c'est lui qu'il faut protéger, c'est lui duquel il faut apporter une protection politique contre une dictature quelconque. Ça, c'est extrêmement important. Hein, la Convention européenne des droits de l'homme, ça date de 1950, 1949, c'était le Conseil de l'Europe, et tout ça, j'ai géré. Quand il y a des problèmes dans un pays comme ça, eh bien, on fait souvent référence à cela. Mais ce n'est pas une structure communautaire, ce n'est pas une structure de l'Union européenne, c'est une structure Europe, c'est tout. En 1949, la même année, c'est la création de l'OTAN, structure militaire, pilotée par les États-Unis, 30 membres aujourd'hui, dont la Turquie et l'Allemagne fédérale, bien entendu, qui en fait partie, avec le fameux article 5, dont nous aurons l'occasion d'en reparler, c'est-à-dire que si un des membres est attaqué, c'est toute la communauté donc, de l'OTAN qui est concernée et qui peut riposter. Ça, c'est extrêmement important, c'est une protection très forte, bien entendu, puisque les USA sont derrière. Mais la même année, les Russes font la même chose, et ils créent le CAEM, c'est-à-dire le Conseil d'assistance économique mutuelle, qui mettra en place ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Hein, c'est le pendant de l'OTAN. Hein. Les deux blocs, là, maintenant, sont bien figés dans leur structure, même si le pacte de Varsovie, pour le moment, est en sommeil, l'OTAN, lui, existe toujours. Et puis, il y a quelque chose qui est européen, qui se met en place, c'est la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. CECA, 1951. Donc c'est deux produits, mais deux produits fondamentaux. Le charbon, hein, c'est le charbon de terre, c'est le charbon qui donne naissance à la vapeur, c'est le charbon qui donne naissance au métal, c'est le charbon avec lequel on construit les automobiles, les bateaux, etc., le matériel militaire, tout ce que vous voulez, ça c'est important. Et c'est la première fois que les États laissent partir la gestion d'une branche économique de l'énergie, du charbon et de l'acier à l'échelle de l'Europe. Alors là, il y a une commission qui s'appelle la Haute Autorité, qui a vraiment toute autorité sur ces produits, sur le commerce, sur la production, l'organisation, etc. C'est vraiment la première démarche, et c'est très positif. C'est la démarche de Schuman, c'est la démarche de Monnet, bref, en 50, tout ça se fait, et c'est le traité de Paris en 1951 qui officialise cette affaire-là. Ça, c'est positif. Mais il y a un truc négatif, pratiquement contemporain, c'est l'échec de la CED, Communauté européenne de défense. On a voulu aller sans doute trop vite, trop loin, et en voulant créer une communauté européenne de la défense entre le pacte de Varsovie d'un côté et l'OTAN de l'autre, mais cette Europe de la défense, elle serait partie du côté elle serait partie avec l'OTAN, bien entendu, et cette volonté de créer une européenne de défense, c'est-à-dire une armée européenne, entre 1952 et 1954, c'était trop tôt, et ça a capoté par le biais de la France, c'est la France qui a refusé. L'Assemblée nationale s'est prononcée contre cette création. Et on n'est jamais revenu. Et c'est toujours en projet, et ça n'a jamais été créé. Et ça, l'échec date de 1954, et c'est l'Assemblée française qui l'a refusé. Alors, souveraineté, à l'époque, la France était la seule puissance nucléaire, qui était en germe, hein, qui était potentielle encore, qui n'était pas complètement effective, et ça n'a pas marché. Alors ça, c'est le grand échec à côté de la grande réussite qui est le charbon et l'acier. Donc vous voyez, pendant cette période des prémices des grands traités, la CE en 57, eh bien, il y a des choses positives et puis il y a des choses négatives pendant cette période-là. C'est ce qui va caractériser l'Europe. Elle aura toujours des choses positives d'un côté, des choses négatives de l'autre, et c'est ce qui crée, ce qui nous ennuie à la fois intérieur comme extérieur. Et pendant toute cette période, il faut bien se souvenir que
ce qui a fonctionné le mieux, c'était le rapprochement franco-allemand. Le rapprochement franco-allemand était déterminant. Après la guerre, vous vous souvenez que la France occupait une partie du territoire allemand. C'était pas forcément bien vu de l'autre côté du Rhin, bien entendu, c'était pas simple. Mais ils ont eu des dirigeants, dont Adenauer, qui est passé au-dessus de tout ça. Et dès 1956, Adenauer rencontrait Guy Mollet, par exemple, qui était au pouvoir. Il sera reçu par De Gaulle à la Boisserie, en 1958. Et en 1963, De Gaulle et Adenauer vont signer le traité de l'Élysée, qui institutionnalise non pas une armée européenne, mais une brigade franco-allemande. C'est-à-dire les prémices de ce qui pourrait être une armée européenne. Donc ce rapprochement franco-allemand a été déterminant pendant toute cette période, et c'est lié quand même à ces hommes comme Adenauer, comme De Gaulle, qui ont su passer sur les conséquences de la guerre. Ça, c'est important. Alors après, les traités fondateurs, il y en a deux, c'est-à-dire en 1957, c'est le traité de Rome, Communauté économique européenne, et CEEA, Communauté européenne de l'énergie atomique. Mais de l'énergie atomique civile, pas d'énergie atomique militaire, puisqu'on a refusé la CEB, on est resté à l'énergie civile. La Grande-Bretagne, l'Angleterre, a suivi les pourparlers de la mise en place de ces traités fondateurs de la communauté jusqu'au bout. Et ils sont partis 5 minutes avant qu'on signe. Et ils sont partis pour fonder leur propre structure à côté, qui s'appelle la ELE, c'est-à-dire l'Association européenne de libre-échange. Et elle va exister, cette AELE, elle va exister jusqu'en 1973. Elle tombera un peu en désuétude quand l'Angleterre va rentrer, puis les satellites principaux vont rentrer aussi. Voilà. Alors je vous rappelle qu'il y avait l'Angleterre, bien entendu, mais l'essentiel des pays protestants, la Norvège, la Suède, la Suisse, qui en fait partie, la Finlande, le Danemark, l'Autriche, qui n'était pas du tout du bord protestant, et le Portugal, mais qui avait des liens avec l'Angleterre depuis très longtemps. Donc l'AELE, l'Angleterre l'a créé, et c'est facile à créer parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est un accord commercial. C'est-à-dire qu'on a une politique commerciale commune, mais tout le reste, ça reste souveraineté nationale. Et ça s'est fait assez vite, même les Suisses sont rentrés. En parenthèse, vous avez entendu parler ces jours-ci, la Suisse est prête à rediscuter avec l'Europe. Ça m'a beaucoup aidé, beaucoup étonné. C'est quand même un peu nouveau. Ça m'étonnerait que ça aille bien loin, parce qu'ils ont toujours été très réticents vis-à-vis de l'Europe. Mais il doit y avoir des problèmes de sous qu'il faut régler, et donc on va discuter un peu pour voir si ça peut avancer. Mais la Suisse, elle fait partie de la belle. Elle est en blanc, là. Elle était avec les Anglais, bien entendu. Ah, j'ai pas dépassé l'heure au moins. Non. On peut en faire un petit peu encore. D'accord. Alors, cette communauté CE, cette communauté, ce marché commun, comme on l'appelait, eh bien, il a pour objectif, dans un premier temps, de gérer, de supprimer les douanes intérieures. Entre les 6 pays, on supprime les douanes intérieures et on met des douanes à l'extérieur, c'est-à-dire une protection douanière commune. Donc, plus de douane intérieure et une protection commune à l'extérieur. Alors ça prend du temps, c'est pas se mettre en place, mais enfin, c'est quand même un bon début. Et ça fonctionne pas trop mal pendant 10 ans à peu près, 65-66. Et puis, en 65-66, De Gaulle crée un sacré problème, parce qu'il y a un souci sur un certain nombre de lois commerciales et autres. Et De Gaulle pratique la politique dite de la chaise vide, c'est-à-dire que la France ne va plus à l'Europe. L'Europe s'arrête. Il n'y a plus la France. La France et l'Allemagne, c'était les deux pivots. Et De Gaulle pratique la politique de la chaise vide et n'est pas d'accord avec un certain nombre de décisions qui sont prises par la haute autorité. Et il s'en va. Et la France s'en va. Donc ça va prendre du temps pour se remettre en route. Alors discussion à plus en finir.
comme les Européens savent le faire. Vous savez que quand il y a une grande décision à prendre, on se dit voilà, on se donne 2 jours, ou 3 jours, ou 10 heures, ou 12 heures, peu importe. Et dans la salle de réunion, il y a une grande horloge. Et il y a l'horloge qui dit bon, ben, c'est pour 10 heures. Et alors, pour éviter de passer l'heure et la limite, on arrête l'horloge. C'est-à-dire qu'on bloque le temps. Et comme ça, on se donne du temps pour discuter. Parfois, ça dure des jours et des jours, l'horloge est arrêtée. Ça, c'est une pratique. Et alors, finalement, à force de discuter, ils ont arrivé à ce qu'on appelle le compromis de Luxembourg, sous la tutelle de Gaulle, hein, qu'il avait demandé. C'est-à-dire que quand il y a unanimité d'une décision, moins un pays, ce pays a le droit de redemander une autre discussion. C'est-à-dire qu'on prend des décisions à l'unanimité, c'était la règle de la CECA, c'est pas la règle de la CE, et on va essayer de faire en sorte que cette règle qu'on voulait appliquer à la CE, c'est-à-dire l'unanimité, elle est un petit échappatoire. C'est-à-dire qu'un pays tout seul, il peut faire obstacle à la totalité des autres pour redemander une négociation. Le compromis de Luxembourg, toujours en activité, hein. On peut toujours le demander, le compromis de Luxembourg. On essaie d'éviter, mais on peut toujours le demander. On arrête les pendules, ça c'est fait pour toujours. Alors, 1970-1980, c'est le premier élargissement et le premier approfondissement. De Gaulle s'en va en 69, et donc 73, les Anglais rentrent. Et ils rentrent avec le Danemark, l'Irlande, la Norvège, refusent. La Norvège est le seul pays qui refuse parce que son Parlement a refusé. Le Parlement français avait refusé la CED et le Parlement norvégien a refusé d'entrer dans la communauté et il n'en fait toujours pas partie. C'est le pays qui est en blanc le long de l'Atlantique. Donc c'est le premier élargissement. En même temps, en vert clair, ça se distingue moins bien par rapport au vert foncé, c'est le premier approfondissement. C'est-à-dire qu'on commence à parler monnaie, on commence à parler monétaire, on commence à parler serpent monétaire. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser à une monnaie commune. C'est les prémices de l'euro qui arrivera beaucoup plus tard. Mais aussi, c'est le problème de l'Angleterre qui est rentrée en 73 et qui commence à créer des problèmes. Vous savez, c'était l'affaire de Thatcher. I want my money back. Elle disait qu'elle payait trop d'argent, qu'elle ne pouvait pas supporter ça. Et elle a fait un blocage, il a fallu faire jouer le compromis de Luxembourg pour essayer de débloquer cette affaire. Donc, on lui a réduit sa cotisation, quoi. Elle a fait tellement du bazar que. Mais il n'était pas rentré qu'il posait quand même un sacré problème avec Margaret Thatcher. I want my money back. Ça, c'était un truc célèbre. Un peu plus tard, 81-86, c'est le deuxième élargissement et le deuxième approfondissement. Alors là, c'est les pays du Sud qui rentrent. Hein. C'est les pays qui sont en jaune et en orange. C'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est la Grèce, 81-86. Alors l'Espagne, c'est un cas très particulier parce que quand l'Europe s'est créée en 57, Franco a demandé à participer à l'Europe. Franco lui a dit l'Espagne pose sa candidature à l'Europe. Et il y a eu une réponse très dure de l'Europe. Elle dit quand l'Espagne aura une démocratie, elle rentrera en Europe. Franco n'était pas content. Franco était content, c'était pas facile pour lui. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre la mort de Franco. Franco est mort, enfin, oui, il a quitté le pouvoir, il est mort en 75. Et donc il a fallu attendre donc 81 pour que l'Espagne rentre. Hein, parce qu'elle était devenue une monarchie constitutionnelle, ce qui était parfaitement admis et admissible, bien entendu. Mais ça n'a pas été simple. Et puis il y a un deuxième approfondissement en même temps, c'est ce qu'on appelle l'acte unique de 1986, c'est la fusion des traités pour les rapprocher, pour essayer de faire quelque chose d'harmonieux. C'est la mise en place des grandes structures qui vont piloter les politiques dont on parlera plus tard sur l'économie. C'est le FEDER, FEDER, Fonds européen de développement régional. Quand vous allez au Portugal, par exemple, ils ont des autoroutes qui sont un très grand nombre, et elles sont toutes marquées FEDER. Et ils n'ont pas honte de
dire que c'est le FEDER qui les a payés. Nous, on a plutôt tendance à le cacher, on ne le montre pas, on ne le dit pas. Mais dans certains pays, on le dit carrément, et le FEDER, c'est une politique d'action régionale. Le Portugal va beaucoup bénéficier. Mais il y a aussi le FEOGA, FEOGA, c'est le Fonds européen d'orientation et de parenté agricole. On en reparlera avec l'agriculture, et c'est un fonds extrêmement important, puisque un tiers du budget européen passe encore à l'agriculture. Donc il y a là quelque chose d'important, ces deux structures, le FEOGA et d'autre part le FEDER. Enfin, toujours dans les mesures d'approfondissement, on peut dire qu'en 1979, c'est la première fois que le Parlement va être élu directement. Ça aussi, ça va jouer un très grand rôle. Autrefois, les parlementaires étaient des parlementaires secondaires, c'est-à-dire c'était les députés de chaque pays qui envoyaient leurs représentants en Europe. Là, ils vont être élus directement. Et ça date de 1979, et ça c'est important. Bien entendu, c'est ce qui va se passer au mois de juin de 2024. 1990-2000, c'est le troisième approfondissement et le troisième élargissement. Alors l'élargissement ici, c'est la Suède, la Finlande et l'Autriche. C'est les trois qui restaient de l'AEL anglaise. Ça pose pas de problème. Mais 92, c'est Maastricht, avec la communauté européenne qui remplace la CEE, ouverture dans tous les domaines de l'économie, la politique étrangère, de sécurité, l'euro qui commence à se mettre en place, la banque communautaire européenne qui se met en place, 1998-1999, l'espace Schengen qui se met en place, c'est-à-dire la frontière humaine autour des pays européens. Et puis surtout quelque chose d'important dont on reparlera bien sûr, c'est la suppression pour éliminer le vote à l'unanimité qui est autobloquant, bien entendu. À 10, 15, 20, 30 ou 27, on n'arrive pas à faire l'unanimité. On a ce qu'on appelle la majorité qualifiée, et elle va s'imposer petit à petit, c'est-à-dire que pour qu'une proposition soit adoptée, il faut que 62% de la population soit dans les pays qui soutiennent cette loi, et il faut que 50% des États soient représentés. Donc à 27, il en faut 15, 16 en général, 16 États, et il faut qu'ils représentent donc 62% de la population, c'est-à-dire en gros 300 millions. Donc c'est quand même important. Mais c'est un grand progrès parce qu'on n'a pas besoin de réclamer l'unanimité. 2010, c'est le quatrième élargissement et le quatrième approfondissement. Alors, quatrième élargissement, c'est tous les pays, on est en 2000 et 2010, c'est après la chute du mur de Berlin, la chute de l'Empire soviétique, et c'est les anciens pays, les anciennes républiques soviétiques qui rentrent. C'est la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne, la Slovaquie, la République tchèque, la Slovénie, la Bulgarie, etc. C'est ce qui est en violet qui rentre là. C'est un très grand soulèvement. Et un sacré problème en même temps. Pourquoi? Sacré problème en même temps. C'est ça, là. Kaliningrad, là. Vous voyez cette espèce d'enclave qui est là, entre la Lituanie d'une part et la Pologne d'autre part. Ça, c'est une terre russe. C'est un port russe, civil et militaire. Et ça rentre dans l'Europe avec la Pologne, puisque c'est enclavé dans le territoire polonais et dans les provinces basques aussi. Alors, deux mots pour expliquer ça, parce que ça va nous jouer des problèmes. Ça en a joué déjà avant, mais ça va nous en jouer encore demain, vraisemblablement. En 1919, à la limitation, à la mise en place de la paix dans le cadre européen, on a voulu faire don à la Pologne de ce qu'on appelle le couloir de Danzig. Vous voyez en blanc, avec ce point noir qui est la ville libre de Danzig, qui est administrée par l'ONU à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on donne un accès à la Pologne sur la mer. C'est le port de Gdansk. Port de Gdansk, bien connu par ses constructions navales, Solidarność, qui était implanté là. Et c'est un corridor qui donne
accès à la mer. C'est le corridor de Danzig, c'est le corridor de Danzig, c'est le Gdansk polonais. Et ça, entre 1939 et 1945, donc c'était, on a donné ça à l'issue de la Première Guerre mondiale. Hitler au pouvoir, le corridor de Danzig, lui, il l'a complètement effacé. Mais il est revenu en 1945. Alors il est revenu en 1945, après cette occupation par les Allemands, mais qui s'était implanté. Le couloir revient à la Pologne, avec Gdansk, ce qui est en noir, et avec les chantiers, etc., etc. Bon. Et on voit que cet ensemble-là, vous avez la Prusse orientale qui est de l'autre côté, l'Allemagne est coupée en deux en somme. Et on va couper cette Prusse orientale en deux. La partie sud va aller avec Gdansk et aller à la Pologne. Et la partie nord, celle de Kaliningrad, va être donnée aux Russes. Donc la Prusse orientale allemande est coupée en deux, une partie à la Pologne, une partie à la Russie. Et les Russes, évidemment, l'ont réclamé parce que pour eux, c'est un port très important, Kaliningrad, parce qu'il est libre de glace toute l'année. Il n'y a pas seulement Mourmansk qui est complètement au nord, très éloigné. Là, ils sont dans la Baltique. Ils sont aux portes, ils sont dans l'Europe. Et cet ensemble-là, les Russes vont le mettre en valeur économiquement, militairement, de manière colossale, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis qu'ils en ont la propriété. Donc le port de Kaliningrad avec un aéroport civil et surtout militaire. Et puis un chemin de fer, vous le voyez ici en trait discontinu noir et blanc, qui le relie d'une part à la Biélorussie, d'une part, et d'autre part à la Pologne. Donc vous avez là un espace, une enclave, qui pose un vrai problème à l'Europe, et en particulier au Pays Basque, parce que la flotte russe militaire, elle est là. Le quartier général de la flotte russe occidentale, il est là. Et vous avez là des forces armées extrêmement importantes qui sont au cœur de l'Europe. Alors quand on dit que, par exemple, la France envoie des mirages pour survoler la Lituanie, les Pays-Bas, les Pays-Bas, qui sont les pays baltes, qui sont là, ils sont en contact direct avec les escadres, les avions russes, qui sont juste à côté. Donc c'est une zone conflictuelle potentielle, extrêmement importante. Donc il y a là, si vous voulez, avec l'entrée de la Pologne, on s'est rendu compte qu'au départ, on allait faire créer quelque chose qui était extrêmement important. Kaliningrad, c'est l'ancien, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, c'est l'ancienne Königsberg. C'est la ville allemande de la Prusse orientale. C'est l'ancienne Königsberg. Et c'est Kaliningrad pour les Russes. Alors il y a beaucoup de touristes russes, bien entendu. Un point de passage, à un moment donné, la Lituanie, elle était pour bloquer ça. Et puis, bon, il y avait des tractations, ils n'ont pas complètement bloqué, mais c'est quand même extrêmement important cette affaire-là. Et c'est la Pologne qui nous a apporté ça. Alors, quatrième approfondissement, en même temps que rentraient les anciennes républiques soviétiques, c'est la prise de décision, le traité de Lisbonne, c'est la prise de décision avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, 55% du nombre d'États, 65% de la population. Et puis c'est la création d'un haut représentant de l'Union européenne, c'est-à-dire un ministre des Affaires étrangères, c'est le nommé Michel à un moment, qui s'occupe de ce domaine-là et qui a une place un peu particulière à côté de la présidente de la Commission. Ils se marchent sur les pieds tous les deux. On n'a pas l'impression qu'ils s'aiment beaucoup. Vous vous souvenez de l'incident du fauteuil en Turquie? Il n'y avait qu'un fauteuil pour représentant de l'Europe, et ils étaient deux. Il y avait la présidente et il y avait Michel. Et Michel s'est assis sur le fauteuil, et la présidente, elle lui doit un canapé. Et elle n'a pas apprécié beaucoup. D'autre part, c'est vrai que la politique étrangère est l'affaire de Michel. Devant le Parlement, il en est responsable, alors que ce n'est pas dans la compétence de la présidente. Mais c'est la présidente. Michel n'est qu'un ministre. Donc, oui, c'est un... Mais ce représentant, il a été créé, il existe, il fonctionne. Alors, depuis 2010, il y a la Croatie qui est rentrée, et on parle beaucoup de faire rentrer les pays des Balkans.
Mais ça, c'est une autre paire de manches, on en reparlera. C'est extraordinairement compliqué. L'Europe a été secouée par la guerre en Ukraine, incontestablement. Et c'est quelque chose qui s'est développé et qui a abouti au réarmement allemand, chose qui n'avait pas été faite depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne n'avait pas d'armée, pratiquement, la Bundeswehr c'était trop rien. Et là, ils ont mis beaucoup d'argent, mais il faut créer une armée, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est des conséquences extrêmement fortes. Et puis c'est le rôle de l'OTAN, nous verrons en politique extérieure. Et ça, c'est des phénomènes récents. C'est des phénomènes récents et dont nous reparlerons par la suite. Alors voilà, bon, je terminerai la prochaine fois sur le bilan institutionnel. Et puis, pour l'année prochaine, et donc nous attaquerons après un survol de l'économie et des politiques qui existent en Europe. Politique économique, politique sociale, le peu de politique sociale qu'il y a, c'est politique économique, sur l'agriculture surtout, un petit peu sur l'industrie, ça se développe. Et après, on fera de la géopolitique, on aura ses bases, on fera de la géopolitique, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, l'Europe et la Russie, etc. On en a pour des années.